Bienvenue à tous sur Médian TV Afrique. Depuis son apparition sur le continent africain, presque tous les jours, un nouveau cas de coronavirus est signalé. À l'heure actuelle, quasiment tous les gouvernants africains ont instauré des mesures de prévention et de contrôle, craignant qu'une épidémie plus large se mette à rude, ou du moins mette à rude épreuve les services locaux dont les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Comment les ONG contribuent-elles à la lutte contre le Covid-19 en Afrique? C'est le sujet de cette émission. Et pour en parler, nous recevons Dr Da Léonce Bruno. Il est président de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Bienvenue, docteur. Merci, bonjour. Vous êtes pharmacien. Je suis pharmacien de profession. Avec vous sur ce plateau, Madame Chantal Ayemou, elle est présidente du RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Bienvenue, Madame. Merci. Je le rappelle, avec vous, nous parlerons de la lutte contre le Covid-19. Quel apport des ONG? Docteur, on va donner quelques petites définitions. Le Covid-19, qu'est-ce que c'est? C'est une affection respiratoire induite par un virus, donc baptisé coronavirus, découvert en 2019, d'où ce sigle Covid-19. D'accord. On dira, Madame Ayemou, vous qui êtes avec la population, c'est vrai que vous également vous êtes avec la population, mais quelle est la perception des populations par rapport au Covid-19? Il faut dire qu'au départ, c'était un peu une perception généraliste. La population, pour la plupart, ne prenait pas cette maladie vraiment au sérieux. Pour eux, c'est une maladie de l'Occident, c'est une maladie des Blancs, mais de plus en plus, on se rend compte qu'elle touche à nos pays, à la plupart de nos pays africains et précisément à la Côte d'Ivoire. Donc de plus en plus, on s'interroge, on cherche à savoir, on cherche vraiment à se protéger, voilà. Donc, de plus en plus, les populations commencent à prendre conscience de l'existence de cette maladie. D'accord. Pour qu'on puisse voir les actions de la Croix-Rouge ou du RIDEF, il faut qu'on vous connaisse mieux. La Croix-Rouge, comment est-ce que vous fonctionnez? Ou du moins, qu'est-ce que c'est la Croix-Rouge? La Croix-Rouge est une association d'utilité publique, auxiliaire des pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la santé. Nous relevons donc du ministère de la Santé, une organisation de secours qui agit donc en vue de prévenir et alléger la souffrance humaine, protéger la santé et la vie, aider à préserver la dignité humaine. Dans l'organisation pratique en Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge déploie ses activités sur l'étendue du territoire à travers des branches locales qu'on appelle comités locaux. Il y en a 87, dont 65 qui sont fonctionnels sur le territoire ivoirien. En pareille circonstance, est-ce que le RIDEF se sent interpellé? Autrement dit, quelles sont vos missions? Oui, le RIDEF se sent interpellé puisque le RIDEF travaille à la promotion des droits de l'homme et spécifiquement des droits de l'enfant. Et en de pareilles circonstances, quand il y a des pandémies pareilles, pour la plupart, ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus touchés. Donc le RIDEF s'intéresse vraiment à un plus haut niveau. Au niveau du RIDEF, nous avons commencé à organiser nos délégations, puisque le RIDEF est organisé par délégation dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, de sorte à intensifier la sensibilisation au niveau des populations et à porter vraiment le message du gouvernement en ce qui concerne toutes les mesures à prendre, les mesures de précaution à prendre au niveau des populations. On parle du coronavirus depuis l'avènement en Chine, jusque nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Croix-Rouge, à quel moment est-ce que vous vous êtes auto-saisi et qu'est-ce que vous avez fait? Merci de préciser que nous nous sommes auto-saisis. Effectivement, nous n'avons pas attendu que le mal arrive chez nous. Comme j'ai dit tantôt, notre mission, c'est prévenir et alléger la souffrance humaine. Nous nous sommes auto-saisis dès l'instant où nous avons constaté que c'est une affection qui peut avoir donc une échelle beaucoup plus large que celle de son origine. Et donc, nos actions ont commencé d'abord par une sensibilisation de notre personnel. J'ai dit que nous déployons notre activité sur l'étendue du territoire à travers des branches locales que nous appelons des comités locaux. Et donc, l'ensemble des branches locales plus le siège constitue ce qu'on appelle la société nationale. Et donc, le personnel du siège a été donc sensibilisé. Les différentes branches locales également ont été sensibilisées.
afin que celle-ci soit à même de, je ne dirais pas de parer au plus pressé, mais d'avoir une capacité de réponse au cas où un problème se poserait, pour que nous puissions rester justement dans la mission qui est la nôtre. D'accord. Au cours de l'émission, nous verrons certainement les actions ponctuelles que vous avez posées et ce qui est en vue. Parlons un peu des mesures qui ont été prises par l'ensemble des gouvernements à travers l'Afrique. Et en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a eu 13 mesures qui ont été prises après un comité de sécurité. Il y a également le chef de l'État qui est intervenu pour donner de nouvelles mesures. Que dites-vous de toutes ces mesures qui ont été prises, madame? Au niveau du RIDEF, nous saluons toutes ces mesures parce que toutes les dispositions que le gouvernement prend, ce sont des dispositions qui permettent de protéger la population. Et il est important que chacun de nous puissions les observer pour nous-mêmes, notre bien, et pour aussi protéger tout ce qu'on aime, nos familles. Et c'est dans ce cadre-là qu'au niveau du RIDEF, nous avons pris sur nous-mêmes de pouvoir sensibiliser les populations. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre des mesures, mais aussi de façon pratique. Qu'est-ce que les populations doivent faire de façon pratique? Au niveau des mesures, par exemple, se laver les mains, se laver couramment les mains, soit avec de l'eau ou du savon ou du gel hydroalcoolique. Ça, c'est vrai, peut-être l'Ivoirien moyen peut se permettre d'acheter du gel, mais pour nos parents qui sont dans les quartiers précaires, à Bobo, à Yopougon, à Koumassi, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces familles qui vivent dans la promiscuité, dans les cours communes? Il faut bien pouvoir leur donner des messages, leur donner des techniques, des moyens de pouvoir s'organiser. Par exemple, au niveau du RIDEF, ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons toutes ces familles qui vivent dans ces différentes cours communes-là à pouvoir s'organiser avec de l'eau, soit mettre devant leur cou de l'eau avec du savon pour permettre à tous ceux qui entrent de pouvoir se laver les mains. Et puisque nous avons aussi fait, on nous demande de porter les masques. Les masques, aujourd'hui, le prix a triplé. Tout le monde ne peut pas se l'approprier. Il faut pouvoir adapter à nos réalités, à nos conditions, à nos moyens. Et ce que nous avons essayé de faire, nous avons essayé de confectionner des masques. Chacun peut le faire pour se protéger ses enfants avec du tissu qu'on a. Peut-être que c'est pas, on va dire, c'est pas médicalisé, mais au moins ça permet de se protéger quelque part. Et aussi, ce que nous essayons de faire, c'est au niveau, par exemple, du personnel de maison. Au niveau du personnel de maison, où même quand les familles ont beau se protéger ou bien se munir des moyens pour se protéger, il y a ces personnes-là qui sont toujours le contact entre la famille et l'extérieur. Et souvent, très souvent, on les oublie. Et nous, au niveau du RIDEF, vous savez que c'est notre combat. Nous portons ce combat-là, et avec le syndicat des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire, il y a une campagne qui est lancée pour pouvoir sensibiliser tous ces personnels de maison. Et nous profitons de cet espace aussi pour sensibiliser les employeurs. Il faut que chaque employeur puisse échanger avec son personnel. Nous sommes dans une situation assez spéciale et assez, on va dire, assez complexe. Il faut échanger avec le personnel de maison pour pouvoir, on va dire quoi, briser la chaîne de contamination. Parce que quand le monsieur ou bien la dame, elle descend, elle revient le matin, quand elle s'en va, elle a contact avec d'autres personnes. Et quand elle revient, vous ne savez pas si elle a pris le virus ou pas. Et donc, c'est important de pouvoir prendre des décisions. Vous vous entendez avec votre personnel de maison, s'il a l'habitude de descendre ou bien elle a l'habitude de descendre, par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez pour la circonstance échanger avec lui pour que pendant ce temps de, on va dire, confinement-là, qu'il puisse rester chez vous. Ou bien on peut se passer de ce personnel pour un temps, ne serait-ce que s'organiser en famille pour prendre la relève en ce qui concerne les différentes tâches. Donc vraiment, ce sont des actions que nous essayons de mener à tous les niveaux pour que chacun puisse se sentir concerné et que chacun sache qu'il a forcément quelque chose à faire pour arrêter la chaîne de contamination. D'accord. Docteur, elle a évoqué une question importante, le port du masque. Au nombre de toutes les mesures qui sont citées, souvent on ne revient pas trop sur le port du masque et beaucoup de personnes se disent que le port du masque, ça c'est les professionnels de la santé qui le disent la plupart du temps, le port du masque est réservé au personnel soignant. On a vu la rupture de ce matériel-là en France, mais ici en Côte d'Ivoire, chacun s'est prémuni de masque. Quelle est la bonne attitude qu'il faut avoir à ce niveau? Alors, déjà, je voudrais qu'on puisse comprendre qu'on est en face d'une situation d'un virus qui est relativement gros. Je dis relativement parce que, bon, dans tous les cas, c'est un virus, il n'est pas perceptible à l'œil nu,
mais les scientifiques savent qu'il est classé parmi les gros virus. Et donc, les étoffes habituelles qui sont utilisées ont des mailles assez fines pour que le virus puisse y passer. Donc, la spéculation qui a consisté en la flambée des prix de masques chirurgicaux ne devrait pas l'être. Effectivement, le gouvernement l'a précisé, les masques chirurgicaux devraient être réservés à des professionnels justement de la santé qui, eux, sont en contact avec des gens qui potentiellement sont malades. La concentration en personnes malades est beaucoup plus élevée dans un milieu hospitalier que dans la population de tous les jours. Au-delà de l'aspect pécunier, l'aspect financier que l'acquisition des masques pourrait entraîner, il y a également toute cette psychose qui entoure justement le non-port de masques. Et pourtant, une simple étoffe, un simple tissu passé devant le nez permettrait effectivement de protéger le sujet. Je suis heureux de voir le masque que Mme Ayemou a présenté tout à l'heure et cette belle confection qui a été faite. Différentes ONG, différentes structures ont présenté ici et là dans des médias la possibilité de fabriquer soi-même un élément protecteur, soit à partir de papier Kleenex, de papier mouchoir, pour moi, soit à partir donc de tissu ordinaire. La seule chose sur laquelle j'insisterai, c'est que ce tissu soit propre. Sinon, tout tissu propre qu'on puisse porter sur le nez peut aider. Qui plus est, j'insiste pour dire que dans la vie de tous les jours, le port du masque n'est pas un élément indispensable. Cependant, il faut suivre les différentes mesures qui ont été évoquées. La campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la Santé est assez éloquente là-dessus. La manière de se tenir, comment se moucher, comment éternuer, comment tousser, quelle attitude avoir vis-à-vis des personnes qui nous entourent, le respect d'un certain nombre de précautions dont la distance, ce sont toutes choses qui peuvent être relativement importantes. Ce qu'on ne dit pas assez, et peut-être que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a le port vestimentaire qu'il est important on n'en parle pas. Voilà, de pouvoir renouveler. Il est évident que si je porte la même tenue depuis une semaine, sachant que je rentre dans différents endroits, alors je m'expose. Cependant, on n'oublie pas également que le virus ne survit que quelques heures sur un support dur type une étoffe. Là, peut-être peut intervenir le climat, mais en tout état de cause, il n'y a rien à négliger. Il y a de très nombreuses précautions justement à prendre. Est-ce qu'il en est de même pour le port de gants ? Tout le monde, beaucoup de personnes dans la rue aujourd'hui portent des gants. Il a été recommandé par exemple aux conducteurs dans la commune de Cocody, pour les chauffeurs, d'avoir un masque, d'avoir des gants parce que il y a de l'argent qui passe entre leurs mains. Mais est-ce que c'est recommandé aussi pour tout le monde ? C'est une mesure de précaution. Encore une fois, j'ai évoqué la psychose. Il est important que pour être véritablement à l'abri, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Mais encore une fois, on dit que tant que ça ne fait pas de mal et tant qu'il est possible qu'on le fasse, autant le faire pour être soi-même psychologiquement rassuré. Sinon, le port du gant n'est pas indispensable justement pour tout le monde. Vous avez évoqué ceux qui manipulent de l'argent, des conducteurs donc qui sont en contact avec le volant, qui sont en contact avec un certain nombre de personnes. Et puis, au-delà de ces précautions tactiles, de ces précautions de toucher, il y a également l'obligation de précaution vis-à-vis de soi-même que le gant va induire. C'est vrai que si j'ai les mains nues, je suis plus enclin à me toucher le visage que si j'ai une main gantée. Simplement parce que je suis moins à l'aise avec le gant. Par conséquent, je ne serai pas tenté d'utiliser le gant pour me frotter l'œil ou pour me gratter le nez. Par contre, si j'ai les mains nues, je serai plus enclin à le faire. C'est autant d'éléments qui entrent en ligne de compte dans les précautions à adopter pour cette situation justement de prévention vis-à-vis donc des affections à coronavirus. D'accord. Parlons du changement de comportement, de changement d'habitude. Depuis que cette pandémie suit son cours, se répand, est-ce que les habitudes ont changé ?
Les habitudes sont en train de changer parce que ce n'était pas vraiment facile. On a notre façon de nous comporter. Maintenant, on nous demande de ne plus se saluer, de se serrer la main, de se faire des accolades, alors que l'Ivoirien, de façon générale, il se sent vraiment, je vais dire... spontané, de façon spontanée. Quand il voit son frère ou sa sœur, il a tendance à lui faire une accolade. Et maintenant, on ne peut plus faire ça. Et je pense que dans les habitudes, puisque moi-même, je ne le fais plus, donc chacun essaie de s'adapter. Parce que ça y va non seulement de notre survie, mais aussi de la survie de tout ce qu'on aime. D'accord. Il y a beaucoup de personnes... Oui, docteur. Non, je pense que là-dessus, c'est également une question de compréhension, je dirais surtout de conviction. J'ai vu sur les réseaux sociaux un sketch qui m'a amusé et qui, en même temps, j'avoue, m'a énormément réjoui. Une jeune fille qui serait venue de Paris et qui irait habiter chez sa cousine dans un quartier populaire. Donc, quartier populaire, à en juger donc à l'environnement d'habitat qu'on présentait. Et donc, elle était au téléphone, elle disait à quelqu'un qu'elle vient d'arriver de Paris. À peine elle a prononcé le mot Paris que une famille qui était assise à l'extérieur pour prendre de l'air, 2 mamans et puis quelques enfants, ont tout de suite crié, ont emporté leurs enfants, ont fermé la porte. Et la cousine chez qui elle venait était absente. Et c'est sa nièce, donc la fille de la cousine en question, qui était seule à la maison. Quand elle lui a dit qu'elle vient de Paris, la nièce lui a claqué la porte au nez et la nièce, par là-haut, lui a dit que vraiment qu'elle retourne et qu'elle est seule dans la maison. Si elle vient de Paris, elle est venue avec Corona, et si elle vient, elle seule à la maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors du coup, la personne venue de Paris est relativement rejetée. Au-delà de la forme qui est donc d'avoir rejeté quelqu'un qui est venu de Paris, pas pour la ville de Paris, mais pour le fait que justement ce soit un pays à forte prévalence justement de cette affection, il y a la signification justement de la compréhension et de la nécessité pour ces personnes, la nécessité, disons, de la perception pour chacune des personnes de ne pas se retrouver mêlées à des gens qui potentiellement peuvent être des personnes à risque. Et ça, je me dis, j'ai bien aimé parce que c'est assez évocateur de la compréhension que la population est en train d'avoir justement de cette pandémie-là. Et là, vraiment, je suis heureux d'avoir constaté cela. Les mentalités sont en train de changer et il y a donc les habitudes à adapter. C'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas qu'on tombe dans une sorte de stigmatisation. Voilà, c'est vrai, il y a des mesures, il faut qu'on essaie de s'adapter, il faut qu'on essaie de changer nos habitudes à risque, qui peuvent être des risques, mais il ne faut pas aussi qu'on tombe dans une sorte de stigmatisation. Qui va faire même que certains vont rejeter d'autres personnes physiquement, tout ça. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui existent et nous parlons des actions que ces ONG devraient mener. Quelles sont, on dira, vos futures actions en dehors de celles peut-être que vous avez évoquées, toujours dans la question de la sensibilisation relativement à cette maladie? Oui, relativement à cette maladie, en dehors de la sensibilisation, ce que nous faisons aussi du plaidoyer, puisque le gouvernement a pris des mesures. Mais dans la pratique, par exemple, quand on regarde les dernières mesures d'hier, quand le gouvernement dit, quand le président dit par rapport au confinement, ça sera quelque chose de progressif en fonction des aires géographiques et en fonction de l'évolution des informations qu'on va avoir dans le temps. Et puis quand on dit aussi que par rapport au déplacement, ça va se faire par autorisation. À quel moment est-ce qu'on a l'autorisation? Pour quel objet? Pour quelle raison? Et qui donne l'autorisation? Il faut que certains éléments soient assez clarifiés. Pour l'instant, les déplacements, c'est à l'extérieur de la ville d'Abidjan. Oui, de la ville. C'est-à-dire que si je quitte Abidjan, que je vais aller dans une autre ville, il faut avoir une autorisation. Pour quelle raison est-ce que je peux me déplacer et qui doit me donner l'autorisation? Il faut que les populations soient informées là-dessus. Et puis, quand on parle de mesures de prévention, de protection, tout à l'heure, on l'a évoqué, les questions des masques, c'est ça? Des masques, voilà. Et puis la question aussi des gels
De l'eau de savon. De l'eau et de savon, ça peut se comprendre, les populations peuvent s'organiser. Mais en ce qui concerne les masques, quand vous prenez par exemple les transports en commun, quand vous montez dans le transport en commun, c'est vrai que au niveau de Cocody, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais est-ce que c'est pareil pour les autres communes? Quand les gens montent dans les véhicules, est-ce que nécessairement chacun a un masque? Est-ce que les distances sont vraiment respectées? Et donc, moi, je pense, nous, au niveau du RIDEF, le plaidoyer que nous faisons, il faut que les masques soient distribués, que l'État, je ne sais pas, que l'État se donne les moyens de pouvoir distribuer les masques aux populations. Et puis, on voit aussi dans les autres pays, en Chine, au Rwanda, même au Ghana, on voit que les autorités prennent des mesures en ce qui concerne la pulvérisation des espaces publics, les marchés, les rues. Est-ce qu'ici, c'est des mesures qu'on ne pourrait pas prendre pour essayer de diminuer le taux de contamination? Ici, on l'a vu avec les autobus. Voilà, les autobus, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir aussi dans les marchés, puisqu'il y a une forte concentration de personnes toujours dans les marchés? Voilà, donc c'est des mesures, c'est vrai, il y a des mesures qui ont été prises, mais il faut donner de plus amples, on va dire, de plus amples détails, de plus amples informations pour que ça ne soit pas, que les populations ne soient pas alarmées, que chacun ne fasse pas ce qu'il veut, mais que vraiment des informations soient assez précises. D'accord. Docteur, faisons le... Oui, vous voulez faire Oui, je voulais juste rebondir dessus pour dire que la Croix-Rouge a eu, je dirais, le privilège de se voir accorder le volet sensibilisation, communication, en association avec, en lien avec d'autres structures de l'État, dans le cadre justement des cellules de veille au niveau du ministère entretenu par le ministère de la Santé. Et là-dessus, la sensibilisation justement porte sur tous ces aspects. Certaines communes n'ont pas communiqué autant que d'autres sur le port de masque, sur les distances dans le transport en commun, mais de très nombreuses communes s'y sont mises et appliquent véritablement la distance dans le transport en commun. Ce que nous constatons, force est de le dire, c'est que malheureusement, le transport a quelque peu augmenté individuellement, naturellement, d'autant plus que le véhicule ne peut pas transporter le même nombre de personnes et par conséquent, la charge individuelle du coût du transport est beaucoup plus élevée. Mais cette sensibilisation est faite. Et sur le terrain également, de nombreuses populations sont sensibilisées quant aux dispositions pratiques de sécurité liées aux précautions à adopter. D'accord, j'avais voulu vous poser la question de savoir quel est le point de vos actions sur le terrain. La sensibilisation en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres actions, peut-être même qui sont en cours au niveau de la Croix-Rouge par rapport à la lutte? Oui, il y a la sensibilisation qui a commencé et qui doit se poursuivre. Et comme je le disais tantôt, c'est principalement la charge que nous avons. En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, il y a donc un cahier de charges qui nous est octroyé par les pouvoirs publics justement, dans lequel nous devons nous conformer. Et ce volet sensibilisation, communication au niveau des populations nous permet justement d'avoir une approche beaucoup plus grande et d'avoir en retour certaines inquiétudes dans le but justement de lever les psychoses éventuelles qui pourraient exister. Et en termes de psychose, c'est de pouvoir donner l'information vraie, l'information objective. Alors, quand des gens restent convaincus que le climat tropical est défavorable donc à la prolifération du virus, quand on est convaincu que boire de l'alcool ou avoir certaines attitudes dites traditionnelles pourraient agir sur le virus, nous disons que cela n'est pas scientifiquement prouvé et que c'est une situation dans laquelle il ne faut pas aller dans l'inconnu parce qu'on n'a pas le temps de se rendre compte de son erreur et de revenir en arrière, puisque là, malheureusement, quand l'affection est déclenchée, c'est quelque chose qui va relativement vite. Il y a des éléments qui permettent de comprendre quand on explique le mode d'action du virus, quand on explique un peu la détérioration on va dire pour faire plus simple, du contenu des poumons qui fait que le sujet ne peut plus emmagasiner de l'air
en vue d'une distribution dans le sang. Et donc, c'est comme on va à la rivière avec un seau percé. Et quand on prend de l'eau, quelle que soit la quantité d'eau qu'on prend, cette eau n'arrive pas au village. Et en fonction donc du degré d'affection, le niveau de perforation est variable. Et donc, si c'est juste un petit trou, l'eau arrive à la maison en quantité réduite, mais si c'est un gros trou, on a à peine le temps de faire quelques mètres que le seau est vide et qu'il faille aller recommencer. D'où justement la suffocation qui accompagne donc la phase terminale de la maladie. Toute chose qui permet de prendre conscience et par conséquent d'avoir donc les bons gestes pour pouvoir éviter la maladie. Parlant justement de bons gestes, Madame Emou, nous sommes à la fin de l'émission. On va rappeler quelques bons gestes en termes de sensibilisation pour que les populations qui nous écoutent continuent de pratiquer ces bons gestes dans la lutte contre le Covid-19. Ok, quelques bons gestes pour dire que le Covid n'est pas aussi loin. C'est dans notre environnement, il est présent. Et donc, quelques bons gestes, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Il faut éviter le contact direct avec son interlocuteur, observer environ 1 mètre avec son interlocuteur. Il faut aussi porter couramment les masques dans tous les déplacements, dans tous les lieux où nous allons, et il faut éternuer dans le creux de son coude. Dans le creux de son coude, éternuer ou tousser. Et surtout, se laver régulièrement les mains. En n'occultant pas toutes les mesures prises par le gouvernement, les 13 mesures. Souvent, dans les petits gestes, on oublie, même quand vous allez à la banque, quand vous allez au guichet électronique, par exemple, il faut faire attention. C'est-à-dire, les mains, on utilise les mains pour faire beaucoup de choses. Presque tout. Presque tout. Donc, on ne sait pas qui est passé là avant nous. Donc, prendre des mesures vraiment à tous les niveaux pour se protéger soi-même et puis protéger les autres. Merci Madame Chantal Ayemou, vous êtes la présidente du RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'homme, des droits de l'enfant et de la femme. Merci d'être venue. Merci. Merci également à Dr Da Léonce Bruno, président de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium TV Afrique.